Alors, on poursuit nos travaux qui portent sur le document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs imprimés et numériques. On a le plaisir de recevoir Monsieur Denis Vaugeois. Bonjour, Monsieur Vaugeois. Bonjour, Madame. Bienvenue. Ça me fait plaisir de vous voir et revoir dans cette enceinte que vous connaissez bien. Monsieur Vaugeois, vous connaissez les règles du jeu. 10 minutes pour présenter votre point de vue. Si vous en manquez, les collègues peuvent amputer sur leur temps pour vous en concéder davantage. Et par la suite, il y aura un échange avec les parlementaires. Ça vous va? Allez-y, on vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Je salue Monsieur le ministre. J'ai presque envie de dire les collègues, Mesdames, Messieurs. La proposition présentée par l'Association des distributeurs au nom de la majorité des professionnels du livre est, à mon avis, un bon compromis. Chacun des partenaires de la chaîne a fait des concessions. Il en est ainsi depuis la mise en place de la loi du livre en 1981. Au nom de l'intérêt général, chacun avait été amené à accepter de perdre un peu pour protéger l'ensemble. Le résultat a permis un secteur du livre qui fait l'envie de nos partenaires étrangers. Il n'est pas inutile de rappeler le contexte des années 70. Le milieu était mobilisé par la mainmise des étrangers, symbolisée par la pieuvre Hachette. À ce propos, je vous invite à parcourir un ouvrage récent de Frédéric Brisson intitulé « La pieuvre verte ». Brisson est un chercheur de l'Université de Sherbrooke. La loi de 1981 a été un véritable tour de force. Je retiens l'opposition des associations internationales et, disons-le, l'inquiétude manifestée par le gouvernement français. J'ai raconté tout ça dans l'amour du livre que je vous ai fait remettre. Et pour celles et ceux qui pourraient s'inquiéter de mon sort par la suite, j'ai été béni par les professionnels, en particulier les bibliothécaires. Mais la reconnaissance la plus inattendue est venue de la Maison Hachette, qui m'a recruté à mon départ de la politique. Au printemps 85, je devenais le patron d'une maison d'édition qui appartenait à part égale à Hachette et à Québécois. Et pourtant, notre loi avait forcé le démantèlement de l'important réseau de librairies Garneau-Dussault qui appartenait à 49 % à Hachette. Après coup, Hachette et la plupart des opposants avaient réalisé que la loi avait structuré le marché et professionnalisé l'industrie du livre. Tout avait été extrêmement rapide. Il faut dire que la loi s'accompagnait d'un audacieux plan de développement des bibliothèques publiques. La Commission des affaires culturelles, comme on disait à l'époque, avait même siégé à Toronto pour observer les réalisations de nos voisins en matière de bibliothèques et de musées. Personnellement, je m'étais donné le défi de développer des lieux d'éducation populaire. À quoi bon l'école s'il n'y a rien d'autre par la suite? Je considère que mon parcours personnel doit beaucoup à la bibliothèque des jeunes qui était située sur le chemin de mon école. Sa fréquentation a changé ma vie. Vous ne croirez pas les chiffres que je vais vous donner. Ils proviennent de l'ouvrage de Brisson. Ils m'ont surpris moi-même. Le nombre de bibliothèques publiques au Québec, écrit-il, bondira, passant de 121 en 1979 à 849 en 1985. Ces chiffres sont exacts et s'expliquent en partie par les bibliothèques centrales de prêt dont j'avais accéléré l'implantation. Notre stratégie était simple. Les livres devaient être accessibles partout au Québec grâce à un double réseau de bibliothèques et de librairies. Nous les voulions complémentaires. La loi imposera que les achats de livres se fassent en région auprès de librairies agréées. Les bibliothécaires, en échange de subventions plus importantes, ne pourraient plus acheter directement en Europe ou via les commissionnaires français qui les visitaient périodiquement. En outre, ils devraient renoncer à une remise de 15 % que consentaient les commerçants. En fait, tout le monde avait sa petite remise en librairie, de sorte que les prix étaient constamment ajustés à la hausse. En France, la FNAC accordait 20 % et exigeait une surremise de la part des éditeurs qui se voyaient forcément obligés d'ajuster leurs prix en conséquence. Le prix unique, autorisant une remise maximale de 5 % a rappelé tout le monde à l'ordre. Et les FNAC sont devenus de vraies librairies avec du personnel compétent et un vaste choix. Je ne reviendrai pas sur les avantages du prix unique en France ou dans les pays où cette pratique a été implantée, ni les conséquences désastreuses dans les pays comme la Grande-Bretagne qui l'ont abandonné. Mais les résultats sont là, et il faut être de mauvaise foi pour les nier. Je me demande d'ailleurs qui sont ceux qui alimentent certains médias en messages de malheur, dans le genre « les livres vont coûter plus cher ». Répétons-le, alors que l'exemple de la Grande-Bretagne montre bien que c'est le contraire qui est probable. Plusieurs pays l'ont compris, dont Israël, selon les nouvelles de ce matin. Nous savons qu'au moment du sommet du livre et la lecture en 1998, Lucien Bouchard avait cédé aux arguments de lobbyistes, lesquels semblent avoir repris du service. En fait, des géants comme Costco
n'aiment pas se faire dicter des règles et ils réagissent négativement pour l'instant. Pourtant, ils sortiront gagnants. Les habitudes des consommateurs ne changeront pas le temps de le dire. Bref, ils risquent de faire de meilleures affaires. Et les libraires seront toujours là pour mettre au monde des best-sellers que les lecteurs iront acheter dans les grandes surfaces ou en pharmacie. Et si c'est ainsi, me direz-vous, vaut-il vraiment la peine de se mobiliser pour un prix réglementé? Les gens du livre sont des gens de principe. Et j'ai bien aimé l'intervention de Mme Lemire tout à l'heure. Ils ont aussi leur fierté. Ils n'aiment pas se faire dire par un client que ce dernier a pu se procurer 3 livres de la courte échelle, comme ce fut le cas dans le temps, pour le prix de 2 en librairie. Vous m'avez bien compris, 3 pour le prix de 2. À noter que ce fut le début des années noires pour cet éditeur qui avait été mis au monde par des librairies enthousiastes, afin, fiers de pouvoir mettre de l'avant une littérature de jeunesse bien québécoise. Sans mot d'ordre, parce qu'ils sont tellement pacifiques, les libraires ont spontanément boudé la courte échelle. Je me souviens aussi d'avoir vu l'éditeur libraire Pierre L'Espérance, en colère, au moins une fois dans sa vie. À sa librairie de Versailles, il venait de se faire traiter de voleur par un client qui comparait ses prix. Certains s'interrogent, ou font semblant, sur la légalité d'une réglementation du prix du livre. Il y a pourtant des précédents sur d'autres produits, mais laissez-moi vous raconter un épisode peu connu dans des débats de 1980. Les gens voyageaient de plus en plus et revenaient de France en comparant les prix. Il était évident qu'il y avait des abus quelque part. Nous avons décidé d'examiner les tabelles pratiquées, c'est-à-dire le taux de change augmenté de frais divers et de prise de profit. À l'époque, les taux de change variaient constamment. Nous avons pris la décision d'inclure dans les règlements un contrôle des tabelles. On nous a contesté ce droit, et on nous a même menacé de porter l'affaire en Cour suprême. Nous avons alors fait des petites découvertes. Il est apparu que le fédéral n'interviendrait pas. Les livres de langue française étaient considérés être de langue étrangère et étaient exempts de douane. Nous avons aussi constaté une petite guerre entre le Canada anglais et les États-Unis. Il semblait y avoir des quotas qui incitaient les auteurs canadiens à se faire éditer aux États-Unis. Le fédéral répliqua, finalement par divers programmes d'aide à l'édition, dont le Québec a largement profité grâce au développement de l'édition qui a suivi la loi 51. Aujourd'hui encore, je crois que c'est un des rares programmes du fédéral qui accorde au Québec une part de beaucoup supérieure à sa population. Il fut donc décidé que le ministère fixerait périodiquement le pourcentage des tabelles que les distributeurs devraient faire respecter par les éditeurs français qui leur confiaient leurs fonds. Le milieu s'est discipliné. Est-ce qu'avec les années, il y a eu relâchement? Les propos de Blaise Renaud, exprimés hier, sont une invitation faite au ministère à rouvrir le dossier des tabelles, au moins le temps d'une vérification. On questionne souvent le rôle des distributeurs. Certains voudraient les contourner, comme dans le bon vieux temps. Pourtant, grâce à leur clause d'exclusivité, ils assurent la présence de stocks importants au Québec. Autrefois, il fallait attendre 2 mois pour obtenir certains livres commandés. Face à une chaîne ou un gros détaillant, un éditeur est vulnérable. On peut retarder un paiement, faire des retours non autorisés. L'éditeur peut toujours couper l'envoi de ses nouveautés, le détaillant s'en fiche. Le distributeur qui menace de bloquer les nouveautés de plusieurs éditeurs a plus de chances de se faire respecter. En cas de faillite, et c'est arrivé, il n'y a pas si longtemps, les distributeurs ont encaissé le coup. Il faut que certaines choses soient dites. Pierre Renaud, le patron de Renaud-Bré, excellent libraire par ailleurs, avait appuyé la loi du livre. Mais le développement des bibliothèques l'enthousiasma au point de vouloir faire disparaître les petites librairies voisines, dont Hugo, Ilvieri et quelques autres. Il se mit à consentir des remises de 20% au public. Il se retrouva en situation de faillite et entraîna avec lui la belle librairie Champigny et quelques autres. Des distributeurs, la SODEC, la FTQ, vinrent à la rescousse. Depuis, Renaud-Bré, qui a intégré ses principaux concurrents, se répand en région et on s'inquiète des ambitions de son nouveau patron. Pourquoi cette frénésie? Le milieu du livre ne peut se payer le luxe de la division et surtout pas d'une nouvelle guerre des prix. Nos 2 chaînes québécoises, Renaud-Bré et Archambault, ont une obligation de solidarité. Pour le commun des mortels, le débat actuel autour du prix réglementé est inquiétant. Les gens tiennent à leur bibliothèque et à leur librairie, que ce soit une chaîne ou une librairie indépendante. Même les lecteurs les plus avertis comptent sur leur bibliothécaire ou leur libraire pour être conseillés. Combien de fois Marie-Hélène m'a-t-elle suggéré Madame Bas, d'Orsena?
que j'ai lu 9 mois après sa parution, là, au voyage d'un Européen à travers le 20e siècle de Mac. Combien de fois l'ai-je remercié? Prenez en note ces titres-là, ça va au moins vous consoler d'avoir participé à cette commission-là. Mais qui gagnera avec le prix réglementé? Qui gagnera avec le prix réglementé? Voilà la vraie question. La réponse est tout le monde. Oui, tout le monde. D'abord, les auteurs, dont les livres seront présents dans quelques centaines de points de vente, soit les lecteurs, qui continueront d'avoir un large choix, et bien sûr, les libraires et les grandes surfaces. Il faut être réaliste. L'effet de ce qui est proposé sera surtout psychologique. Mais si le moral est bon, c'est autant de prix. On pose souvent la question, est-ce que les grandes surfaces font vraiment du tort aux libraires? Vous l'avez posé, cette question-là. Quand Club Price, comme on disait à l'époque, s'est installé à Québec, ma libraire en a vu rapidement l'effet. À Québec, ça paraissait. Me montrant un guide loto ou un livre de Denise Bombardier sur le comptoir, elle me dit, autrefois, j'en vendais 100 exemplaires. Aujourd'hui, à peine 10. À un jeune commis qui semblait bien se débrouiller, je n'avais pu m'empêcher de lui demander, parce que moi, en librairie, j'ai toujours paniqué. Je trouvais ça très difficile de répondre à la clientèle. Les questions venaient de partout. Là, je voyais le jeune qui se débrouillait. J'ai dit, comment fais-tu avec toute cette production? Ah, il me dit, c'est simple. Il dit, les gens se trompent de nom d'auteur, de titre, de couleur de la couverture. Ils ne connaissent surtout pas le nom de l'éditeur, mais je devine vite, car dans une semaine, on nous demande toujours les mêmes ouvrages. Le libraire garde un inventaire de plusieurs milliers de titres, mais 10 titres font la différence et lui permettent de survivre. Le Québec a opté pour réserver les achats institutionnels aux libraires agréés de propriété à 100% québécoise, tandis que la France optait pour le prix unique, à peu près à la même époque. De part et d'autre, on s'est rendu compte trop tard que la vraie solution était dans l'application simultanée des deux formules. Autrement dit, à l'époque, nous n'avons pas vu venir le phénomène des grandes surfaces et nous n'avons pas pensé au prix unique. Ce fut une erreur. Si le ministre français, Jack Lang, avait fait voter sa loi en août 80 au lieu de 81, il est certain que le prix unique aurait été inclus dans la loi 51. Il est un peu tard pour réparer, mais pas trop. On a manqué déjà le rendez-vous de 98, le rendez-vous de 2000. J'espère qu'on va... Il vous appartient d'intervenir. En pareille matière, les lignes de parti doivent s'effacer. Il me semble que c'est une caractéristique, ça, d'une commission de la culture et de l'éducation. À l'époque de la loi 51, la Commission des affaires culturelles a appuyé en bloc le projet de loi. Je souhaite un appui semblable aujourd'hui. Vous verrez, la suite des événements vous donnera raison. Et même les opposants s'en réjouiront, comme ce fut le cas pour la loi 51, car tous souhaitent une large diffusion des connaissances et des idées, de même qu'une place d'honneur pour les œuvres de création. L'avenir de nos sociétés en dépend. Bien, c'est pas si mal. C'est 2 minutes de plus, 2 minutes 30 de plus. J'ai coupé 2-3 passages. Oh là là! Ça a bien été, M. Vaugeois. Alors, Monsieur le ministre, quand vous êtes prêt? Oui, je suis prêt, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Vaugeois, c'est un plaisir de vous recevoir ici et de vous voir contribuer comme un infatigable soldat de la culture à cette commission. Je vous poserai une première question. Considérant le contexte culturel et commercial différent entre la France et le Québec, les politiques de prix réglementés, je dirais même sur l'ensemble de l'Europe, sont-ils nécessairement applicables ici, à l'aune de vos connaissances? Oui, la réponse est oui. D'ailleurs, là-dessus, je vais ajouter que écoutez, notre loi est connue. Hein? Et j'ai voyagé un peu, comme vous d'ailleurs, comme parlementaire, et combien de fois j'ai eu des remarques sur notre loi du livre qu'on nous envie. Et les Français me disaient, on a raté ça. Ça nous manque. Je l'ai entendu à peu près partout, cette remarque-là. On m'a même invité déjà juste pour aller en faire la promotion. La loi du prix unique, c'est comme la tabelle. On me disait, non, le Québec ne peut pas réglementer, le Québec n'est pas un pays. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on peut surveiller la tabelle. Si on ne le fait pas, c'est notre propre responsabilité. Et on a actuellement aussi le modèle du Canada anglais. Disons-le, là, ils sont en plein désarroi. Et aux États-Unis. Si Amazon a eu tant de succès aux États-Unis, c'est parce qu'il n'y a pratiquement plus de librairies. Et les gens ne les trouvent plus, les librairies. Je travaillais avec l'éditeur de Harvard il y a quelques années. Il me disait, moi, j'ai publié les meilleurs auteurs aux États-Unis.
J'en publie près de 1000 par année. C'est les meilleurs, les plus beaux cerveaux. Il n'y a pas plus que 150 à 200 des titres que je publie qui se retrouvent en librairie. C'est incroyable, hein? Les autres, les professeurs les vendent dans leurs cours, les vendent avec leurs conférences, les vendent dans des colloques, les vendent dans des coopératives, mais ils ne sont pas présents en librairie. C'est ça la réalité. Alors, mais les autres, c'est trop tard. C'est trop tard, ils ne pourront pas revenir en arrière. Mais le Québec a fait la preuve qu'on peut avoir une situation particulière. Et d'ailleurs, j'ai parlé des subventions fédérales. Écoutez, c'est quand même extraordinaire. C'est tellement dynamique au Québec par rapport au reste du Canada que quand ils distribuent avec les mêmes critères leurs subventions au Canada, ben, ils sont obligés d'en donner plus que 50% au Québec. Tellement ici, nous sommes en bonne expansion, en bonne santé, malgré les apparences. Et c'est justement parce qu'on est en bonne santé qu'on tient le discours qu'on tient, parce qu'on veut le rester. Merci. Vous disiez tout à l'heure, en rappelant les déclarations de M. Renaud ici hier, en commission, les marges de profit des libraires ont diminué durant les dernières années et constituent un enjeu majeur pour leur survie, principalement en raison du pouvoir accru des distributeurs. Et vous le rappeliez, il affirme que la place des distributeurs n'est plus tout à fait la même que dans les années 80. Développement des modes de communication, contrôle de plus de 90% du marché de la distribution par 3 gros joueurs, pouvoir d'exclusivité chez les éditeurs, etc. Ce qui les place dans un rapport de force favorable face aux libraires. De votre point de vue, est-ce qu'il y a lieu de revoir la structure de la chaîne du livre au Québec? Il y a beaucoup de choses que vous provoquez chez moi. Je vais répondre à votre question tout de suite. Non. Je pense que la chaîne du livre, chacun joue un rôle utile et les gens de la chaîne le reconnaissent. Les gens se respectent. Et quand ils arrivent avec la proposition que vous avez devant vous, c'est que chacun a fait des compromis. Et chacun respecte son voisin. Puis il dit, lui, il joue un rôle utile, etc. Maintenant, la loi du livre n'a pas créé d'agrément pour les distributeurs. Il faut le dire. Parce qu'on était conscient que nous, on avait le critère de la propriété québécoise à 100%. Ça, on pouvait l'exiger pour les éditeurs. Il y a d'autres éditeurs qui peuvent exister, qui ne sont pas propriété québécoise à 100%. Mais pour avoir les avantages de la loi, il fallait être à 100% québécois. La même chose pour les libraires. Il y a 2 fois plus de libraires que ceux qui sont agréés, mais les autres ne sont pas nécessairement propriété québécoise. Dans le cas de la distribution, on était conscient que ce n'était pas possible. Et à cause de l'importance de la production française et le reste. Alors aujourd'hui, ces gens-là sont des acteurs importants. Moi, je dis qu'hier, Blaise Renaud a soulevé un point qui mérite d'être considéré, c'est comment évoluer les fameuses tabelles. Écoutez, on a fait un examen, M. le ministre, et quand on a appelé dans votre ministère, les gens ont admis que les dernières fois qu'on avait calculé les tabelles, c'était en francs. Alors, on peut peut-être se rattraper un peu. Il faudra les revoir. Oui, il faudrait regarder ça. Okay. Et c'est possible qu'on trouve que, sans qu'on s'en rende trop compte, qu'il y a des abus. Maintenant, quant au pourcentage que se réservent les distributeurs, bien, c'est négocié. C'est négocié avec les éditeurs. Hier, Pierre Blaise Renaud a dit une chose assez vraisemblable quand il a dit que les prix des livres étaient un peu appliqués comme ça au hasard des fantaisies des éditeurs. Pas du tout. C'est calculé de façon extrêmement rigoureuse pour arriver au prix le moins élevé possible. Et chacun dans la chaîne du livre, je veux dire ça, là, chacun dans la chaîne du livre se contente de très peu. Hein? Dans une maison d'édition, allez vérifier les salaires. C'est des petits salaires. Hein? Allez en librairie, allez en bibliothèque. Les bibliothécaires sont les moins bien payés de tous les professionnels de l'État. Ils appartiennent à la catégorie des petits salaires. Et les libraires sont en bas des salaires des bibliothécaires. Et c'est comme ça partout dans la chaîne du livre. On est piégé dans la chaîne du livre parce qu'on aime notre métier. On y croit. Donc, on accepte des conditions plus basses. En contrepartie, on a l'impression de faire des choses utiles et importantes. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut regarder la répartition? Mais faites confiance à la chaîne du livre. Les gens surveillent ça. Et Blaise Renaud, son jeu est très clair. C'est qu'il est à la tête d'une chaîne. S'il était capable de contourner les distributeurs et d'acheter directement en Europe, c'est probablement ce qu'il ferait. C'est ce qu'il faisait avant. C'est ce qu'il faisait avant. Donc, il y a un peu de nostalgie dans son affaire. Maintenant, quand il était en faillite, Renaud Bré était en situation de faillite. C'est qui a encaissé la faillite? C'est les distributeurs. Moi, quand je veux vendre des livres comme petit éditeur,
à une chaîne comme Chapters, je vais prendre mon exemple du côté anglais, c'est moins dangereux. Ça m'est arrivé, là, je vais donner des exemples concrets. Chapters voit un de mes livres, un de mes nouveaux livres, en anglais. Ils me disent, on en prend 2000, en ferme. Moi, je suis content, 2000 en ferme. Écoute, on fait un party ce soir-là. Sauf que le lendemain, ils me préviennent, pas 40 de remise, 55 parce que les autres, ils veulent donner une remise au comptoir pour faire taire tous les autres libraires indépendants qui ont survécu. Donc, pour donner leur surremise, ils me demandent, moi, une remise additionnelle. Donc, finalement, si je veux marcher dans leur jeu, je suis obligé de monter le prix de mon livre. Il ne faut pas se tromper. Les premières fois qu'on allait dans les grandes surfaces, hein, les éditeurs étaient obligés de donner des surremises aux grandes surfaces pour leur permettre de couper les prix comme Courte Échelle l'avait fait à l'époque. Donc, moi, j'ai le choix. Ou bien, je laisse monter artificiellement mon prix de livre pour leur permettre de faire une réduction, et moi, je me prive d'eux, puis je tue les petits éditeurs indépendants. Maintenant, j'accepte. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas le succès espéré avec mon livre. Pensez-vous qu'ils me payent les factures? Ils vont me retourner mes livres. Tandis que je suis avec un distributeur, mon distributeur va leur dire, non, ça ne marche pas comme ça. Si vous ne payez pas ces factures-là, nous, on bloque toutes les nouveautés de tous les éditeurs dont nous sommes les distributeurs. C'est clair que le distributeur a un pouvoir devant le libraire ou devant la chaîne qu'un éditeur indépendant n'a pas. Ça, c'est fatigant quand tu es le patron d'une grosse chaîne. OK. Je vais vous amener sur la proposition sur la table, le 9 mois d'application d'une hypothétique réglementation du prix plancher et le 10%. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule, d'une part, et d'autre part, est-ce que, dans l'hypothèse où la Commission irait dans ses recommandations dans ce sens-là, est-ce qu'il y aurait d'autres avenues que cette proposition que nous avons sur la table, 9 mois et le 10% d'escompte? Merci de poser cette question-là. Je vais vous avouer que je me suis laissé progressivement convaincre en écoutant les gens qui sont venus ici. A priori, moi, j'aurais été plus proche du modèle français. Mais je me rallie au consensus qui s'est dégagé. Vous aurez compris que Marie-Hélène, qui est venue hier, c'est ma fille, et j'étais bien content d'entendre sa réponse. Et elle faisait état de 3 ans de discussion, etc. C'est des compromis. C'est ce que je dis d'entrée de jeu. Je trouve, finalement, d'ailleurs, je suis obligé d'admettre que je trouve le 9 mois comme génial. Je trouve ça génial. Écoutez, moi, je vous donnais l'exemple de 2 livres que j'ai lus à retardement. Ils n'étaient pas moins bons, mes 2 livres, là. Puis j'ai autant de plaisir. Je les ai lus après 9 mois. Et si j'avais voulu profiter d'un rabais, j'aurais pu profiter d'un rabais après 9 mois. Je trouve que ça, ce 9 mois-là est un compromis qui est bien. Quant au reste, moi, je trouve que vraiment la recommandation, je répète ce que j'ai dit au début, c'est un bon compromis. Et la profession s'y rallie. C'est ça qui est merveilleux. C'est rare, ça. Hein? Des gens qui sont en compétition, là, qui sont dans une chaîne, puis finalement, ils s'entendent sur quelque chose. Il me semble que ça mérite un petit peu d'attention. C'est leur domaine, là. C'est leur métier, ça. Je vois des gens de partout à l'extérieur qui leur font la leçon. Tu sais. Celui qui dit « mettez-vous ensemble, créez des... » Voyons, non, ils font déjà ça. Écoutez, on parle souvent du livre numérique. Écoutez, les éditeurs et les libraires québécois sont des pionniers dans le livre numérique. On a mis au point des formules avant tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas avant les Européens et avant les Français. Et actuellement, on a mis au monde, par exemple, l'entrepôt numérique avec une société qui s'appelle Demarc. Vous aviez un représentant ce matin. On est tellement en avance que les Français adhèrent à Demarc. Et les Italiens, je pense, adhèrent à Demarc. Et les libraires ont créé leur site Internet, une deuxième version de site Internet. Mais trompez-vous pas, il y en a qui disent Amazon. Mais Amazon a décidé d'avoir un appareil, un lecteur, qui lui est exclusif. On marche-tu là-dedans, nous autres? Et vous autres? C'est ça qu'on veut, être à la merci d'une entreprise qui va décider ce qu'on va lire et ce que nos enfants vont lire? En numérique, on va dire. Il reste 4 minutes. 4 minutes, parfait. Une petite question, parce que mes collègues en ont sûrement. Monsieur le ministre, arrêtez pas tout de suite. Ça arrête en si bon temps. Écoutez, monsieur le ministre, allez-y. Au-delà de cette possibilité de réglementation du prix plancher, s'il y avait des mesures supplémentaires
d'accompagnement parce que tout le monde reconnaît que nous sommes dans une phase transitoire d'une industrie, en l'occurrence celle de la vente du livre. S'il y avait d'autres mesures innovantes à suggérer, est-ce que vous auriez à nous faire part de quelque chose? Je vais vous... il y a des questions qui sont délicates, ou les réponses, en tout cas, risquent d'être un peu... j'ai un franc-parler qui me joue des tours. Mais quand on a fait la loi du livre, on est obligé d'abandonner le manuel scolaire. Et j'ai beaucoup de libraires qui m'en ont voulu longtemps, parce que c'était une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les éditeurs de manuels scolaires peuvent vendre directement aux institutions. Il n'y a aucun intermédiaire. Ils font leur propre distribution, il n'y a pas de libraire. Notez en passant que le livre est un produit très peu cher. Si vous comparez le prix du livre à toutes les autres activités culturelles ou sportives, un billet pour aller au hockey, par exemple, écoutez, c'est quand même pas cher un livre. Mais dans le domaine du livre, il y en a un qu'on a échappé. C'est le manuel scolaire. Et vous prendrez le temps de vérifier le prix que coûtent les manuels scolaires que vos enfants ont à l'école. Il n'y a plus de contrôle là-dessus. Et ça, à mon avis, là, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui devra regarder ça. Parce que ça ne coûte pas bien plus cher de faire un manuel scolaire qu'un livre ordinaire. Sauf que nous autres, on les vend un par un, avec des intermédiaires. Et eux autres, ils vendent ça par centaines et par milliers. Bon. Deuxième chose. À l'époque, j'ai laissé tomber le manuel scolaire à regret. Mais je voulais la loi, donc il fallait que je cède quelque part. J'ai cédé là-dessus. Le ministère de l'Éducation, c'était un boulet. Il fallait que je traîne. Donc, j'ai dit, OK. Jacques-Yvan Morin, OK, mais propose-moi quelque chose pour me permettre de sauver la face. Alors, on convient que les bibliothèques scolaires seraient, comme les bibliothèques publiques, soumises à la loi. Ah bon? C'était pas mauvais, hein? Savez-vous comment ça leur a pris de temps à démarrer, les bibliothèques scolaires, pour faire des achats significatifs de livres? 25 ans. Puis encore aujourd'hui, je serais curieux de vérifier. Parce qu'on se plaint un peu d'analphabétisation et ainsi de suite. Bien, je serais curieux de voir où est-ce qu'ils en sont. Mais je sais qu'ils ont démarré. Ils ont démarré. Mais ça, si les bibliothèques scolaires avaient vraiment, d'abord, les écoles avaient vraiment des bibliothèques et du personnel. Parce que, vous savez, dans la négociation de convention collective, les premiers qui ont rendu l'arme, c'est les bibliothécaires dans les commissions scolaires. Hein. Donc là, il y a du rattrapage à faire. Et ça, c'est certain que si le marché des bibliothèques scolaires redevenait ce qu'il devrait être, ça serait un plus en termes d'achat en librairie parce qu'il serait tenu de respecter la loi. C'est une mesure, entre autres, et qui serait bénéfique, en plus. 25 secondes. J'aurais aimé vous entendre, regardez ça dans un coin de votre tête, sur la réouverture potentielle de la loi 51, mais j'anticipe. Ça, voilà. Je vais répondre à ça. Touchez pas à ça. Et puis, l'urgence de légiférer aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Touchez pas à la loi. Vous en avez plein les bras actuellement. Si vous marchez dans le sens de ce qui est recommandé ou quelque chose qui ressemble à ça, faites quelque chose en parallèle. Et puis, prenons le temps, parce que là, un bon matin, il va falloir mettre le numérique dans le portrait. Merci. Merci beaucoup, M. Bourgeois. Monsieur le ministre, voilà. Oui, allez-y donc, Mme la députée de la Porte. Bourgeois, vous pouvez continuer votre réponse, là, puis j'embarquerai après. C'est intéressant, ce que vous dites. Là. Posez la même question, non? Non. Je continue d'écouter ce que vous dites. Vous pouvez terminer votre réponse. Non, bien, écoutez, pour résumer, je crois que la profession se relie derrière la loi 51 depuis 30 ans. C'est quand même magique, ça. Et il y a eu, à plusieurs reprises, on leur remis en question, et puis les gens finissent de dire non, c'est encore ça qu'on préfère. Maintenant, il y a des choses à ajuster, il y a des choses à régler. Si on donne suite à la réglementation qui est proposée, allons-y dans quelque chose d'additionnel, une loi spéciale là-dessus. Puis prenons le temps de regarder la question du numérique, parce que j'ai entendu beaucoup de remarques sur le numérique. Et vous savez, j'ai dit tout à l'heure que les gens dans le domaine du livre, ils gagnent pas cher, ils se contentent de peu. Mais dans le numérique, c'est pas le cas. Dans le numérique, les salaires sont élevés. Et là, actuellement, on fait généralement une version numérique d'un livre papier. Retenez bien ça. Hein? On fait une version numérique d'un livre papier. Mais un bon matin, on va faire un vrai livre numérique. Et les gens du numérique vont devoir retrousser leurs manches pour faire un vrai produit numérique. Moi, j'ai travaillé avec Encarta, qui avait des gros budgets, Encarta, puis faisait des beaux produits. Mais il y avait à peu près 95% du budget qui passait pour les techniciens de l'informatique. Et nous autres, les gens de contenu, on se contentait du reste. J'ai travaillé ici pour la Commission de la capitale nationale. Budget de 500 000 pour faire un CD-ROM sur Québec Capitale. Bien, il y avait 500 000, il y avait 5 000 pour les contenus, 495 000 pour les techniciens. Écoutez, on est dans un autre univers avec d'autres niveaux de salaire.
Et quand, un matin, je ne veux pas dire trop de détails, mais ce matin, quand on a répondu à certaines questions, c'est clair que quand on passe du papier au numérique, si on ne fait que transposer, il n'y a pas trop de frais qui s'additionnent. Mais le jour où on va vraiment concevoir un vrai produit numérique, on ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Il va falloir changer certains critères, il va falloir changer, ça ne passera pas. Je t'en prie. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Monsieur Vaugeois. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je veux vous remercier pour votre livre. Merci, Madame. Vous êtes très bonne dans cette commission. Je vous remercie. J'ai apprécié. Alors, naturellement, je n'ai pas eu le temps de le lire hier. je vais m'y mettre. Monsieur Vaugeois, 2 petites minutes sur la France. Vous savez qu'actuellement, les librairies sont fragilisées de nouveau en France et ils ont la réglementation du prix du livre. Le gouvernement a annoncé 18 millions de dollars total de mars et juin, dont 7 millions devra provenir d'un travail volontaire des éditeurs. Et les librairies ferment. En grand nombre. Alors, vous allez me répondre à ça, je pense. Nous, on a la loi 51. Hein? Je pense que c'est la réponse que je m'attends de vous. Maintenant, pourquoi la plupart des gens qui sont passés ici prennent toujours la France comme un exemple de réussite? Mais c'est ce qui nous a, d'abord, c'est ce qui nous a le plus frappé à l'époque. Écoutez, on était dans les années 70, on était sous la botte des Français. Ils contrôlaient tout ici. Et je l'ai évoqué un peu à la blague tout à l'heure, mais quand on s'est attaqué au réseau Garneau-Dussault, là, écoute, d'abord, en France même, on dénonçait la pieuvre Hachette. Hein, on n'avait pas inventé ça. Alors, on s'en est sorti, et Hachette ne nous en a pas voulu, ils m'ont même engagé, si vous voulez. Alors, il y a donc... Mais les années ont passé, et en France, ils ont réitéré leur foi dans le prix unique à plusieurs reprises, et récemment encore. Maintenant, ce qu'on observe actuellement, il y a quelqu'un qui m'a précédé qui l'a fait remarquer. Écoutez, la France vit des périodes l'Europe vit des périodes beaucoup plus difficiles que nous. Beaucoup plus difficiles que nous. Moi, je voyage beaucoup là-bas actuellement à cause de mes recherches. Et puis, les jeunes se cherchent de l'emploi. Là, on questionne les fermetures de librairies, mais on pourrait questionner les fermetures de toutes sortes de magasins. Hein, le taux de chômage, combien de restaurants ont fermé dans le même quartier? Écoutez, c'est ça la réalité. Mais en plus, il y a peut-être des problèmes propres aux livres, je ne le nie pas, parce que la FNAC elle-même est en mauvaise posture. Ils ont probablement fait des erreurs en cours de route. Hein? Parce que quand ça va trop bien, on fait des erreurs. C'est vrai? Ça peut arriver. En 2012, M. Vaugeois, dans un article du Soleil, et en parlant des éditeurs, qui sont de plus en plus nombreux, il était mentionné qu'il y a presque autant d'éditeurs au Québec qu'en France, et vous disiez, non seulement les éditeurs sont nombreux, mais grâce aux programmes gouvernementaux d'aide à l'édition, ils publient de plus en plus d'ouvrages, au point que le marché est incapable d'absorber leur production. D'abord, comment expliquez-vous qu'il y ait aujourd'hui autant d'éditeurs qu'en France, quand en France, la population est de 63,8 % en janvier 2013, on parle de millions. J'ai dit pourcent, là, de millions d'habitants. Okay. Compliqué, votre question. D'abord, on dit souvent qu'il y a tellement de livres nouveaux qui rentrent en librairie que les nouveautés chassent les livres qui sont déjà là. Et on se plaint que les livres restent pas assez longtemps en librairie, que les nouveautés chassent ceux qui sont déjà là. Et c'est vrai. La réponse à ça, c'est qui décide des livres qui doivent être publiés pour dire que ceux-là sont trop? On dit, bon, ben, c'est au client, au lecteur de faire ses choix. Donc, c'est mieux une surabondance de production que le contraire. Ceci étant, c'est magique, madame. À tous les jours, nous rencontrons des gens qui nous proposent des manuscrits. Il ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'en partant d'ici, d'ailleurs, il y en a un d'entre vous qui vient de me voir pour m'en proposer un. Et les rares ennemis que je me suis fait dans la profession, c'est des gens qui j'ai dit non, puis m'en veulent à mourir.
Les gens veulent être publiés, ils veulent des livres, ils veulent publier des livres, ils veulent des livres sur eux, etc. C'est ça notre réalité. Et alors, les éditeurs sont... c'est un métier de rêve. On ne gagne rien, mais on est important. On est synonyme de livre. On est synonyme de livre, madame. Dans les grandes réunions aux États-Unis, le gars du pétrole, le gars de l'immobilier arrive, il se pète les bretelles, puis arrive l'éditeur tout pouilleux. Puis là, tout le monde tourne autour parce qu'il est synonyme de livre. J'exagère un petit peu, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Alors, autre chose aussi, je le disais dans cette entrevue, autant il n'y a pas beaucoup d'aide pour les libraires, autant il y a des programmes d'aide généreux pour les éditeurs. Et je le dis dans mon texte. Et ça tient à la loi 51. On a donné un tel élan au monde du livre avec la loi 51 que le jour où le fédéral s'est réveillé, puis s'est dit, il va y avoir de l'argent prêté des éditeurs canadiens, autrement, il n'y en aura pas. OK? Parce qu'il en était rendu là. Il n'y en aura pas. Il y a de l'argent. Et on est obligé de distribuer l'argent chez tous les éditeurs qui faisaient des livres au Canada. Et on ramasse 55 %. C'est significatif, ça. Et ça, c'est signé loi 51. Mais c'est clair que pour les jeunes qui rêvent, qui sont étudiants en lettres, qui rêvent de tout ça, que c'est un métier de rêve. Métier de pauvre, mais métier de rêve. Mais... J'aurais tellement de choses que je pourrais ajouter. Oh, pour ceux qui voudraient aller là-dedans, madame, je dis toujours la même chose. Assure-toi de tes arrières, puis après ça, fais de l'édition. Et vous savez que quand j'étais président de l'Association des éditeurs, j'avais fait une enquête là-dessus. La moitié des éditeurs au Québec avaient une deuxième profession, ou encore étaient des retraités. Parce que vous parliez de 400 maisons d'édition au Québec. En 81, on parlait de combien? Ah non, en 81, il y en avait un peu, mais je peux dire que quand j'ai commencé dans les années 60, on les comptait quasiment sur les doigts de la main, à part les communautés religieuses. Est-ce que le programme en place pour les éditeurs venait de votre cru? Non. Moi, j'ai jamais voulu aider les éditeurs. J'aurais dit gagner votre vie. Non, nous autres, on avait un programme d'aide au succès. Il fallait que l'éditeur fasse sa part. Parce que je me dis, avec autant d'éditeurs, est-ce qu'il ne serait pas le temps de revoir le programme? Parce qu'il ne faut pas en créer, puis à un moment donné, ils vont tous mourir de faim. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir ce programme-là? Il ne nous appartient pas, il est au fédéral, le programme. Il y a deux programmes au fédéral. Il y a un programme à l'industrie. Puis le fédéral, là, ils ne rêvent pas en couleur, ces gens-là. Là. Dans votre parti, vous y croyez un peu au fédéral. Hein? Ces gens-là, ils ont des données, ils ont des experts, ils ont des professionnels, puis ils savent ce qu'ils font. Et ils considèrent que d'aider l'industrie du livre au Canada, c'est un plus. Pas juste pour les contenus, mais pour même l'aspect économique. Donc, ils ont compris ça. Et nous, on allait retomber de ça. On s'en privera quand même pas. Le Conseil des arts, la même chose. Le Conseil des arts nous a mis au monde. Le Conseil des arts d'Ottawa nous a mis au monde. C'est... parce qu'ils nous ont disciplinés. Écoutez, quand on a commencé l'édition, on improvisait, on était des amateurs. Le Conseil des arts nous a dit, vous voulez qu'on vous aide, vous allez vous aider. Et ils nous ont disciplinés. Et aujourd'hui, j'en fais pas un drame, hein, de voir les jeunes venir à l'édition, parce qu'en même temps, il y a un éditeur de temps en temps qui rend l'âme. Il faut que ça s'équilibre. Alors, je suis contente que vous y croyez, vous aussi, là. Peut-être une dernière question. Je vois que vous y croyez fermement, la réglementation du prix du livre, mais vous ne croyez pas, avec tout ce qu'on a pu entendre là, depuis le début, qu'il y a un programme, pas un programme, mais un problème fondamental qui est celui du nombre de lecteurs. Non? Non. C'est pas, il n'y a pas de problème là. Écoutez, madame, vous parlerez aux gens de votre comté, là, puis vous allez rencontrer plein de gens qui vont être frustrés de ne pas avoir trouvé leur éditeur. Alors, pour eux autres, il n'y en a pas assez. Ou encore, ils n'acceptent pas le refus qu'ils reçoivent. Non, laissons aller ça. Parce que c'est les éditeurs, à tous les jours, ils disent non, mais ils en acceptent un certain nombre. Vous savez, on travaille très fort. Écoutez bien ça, là. On travaille très fort. Pour des tirages de combien, vous pensez? On fait des tirages de 500. On travaille comme des malades pour un tirage de 500, puis on sait qu'on en vendra peut-être 350 ou 400. C'est ça notre réalité, puis on le continue comme ça, si vous voulez. Parce que chaque livre a ses mérites. Et pour les auteurs, comprenons-nous bien aussi, ce qui attend les auteurs, sauf de très rares exceptions, c'est pas un succès financier. Vous pouvez en témoigner, Mme David. C'est un succès d'estime. Et combien de mes auteurs m'ont dit, il y avait un architecte très prospère qui m'est arrivé avec un livre un jour, je dis, pourquoi tu te démènes là-dessus, ce livre-là? Il dit, ça va être ma carte d'affaires. Ça va être ma carte d'affaires.
Combien d'universitaires, leur carte d'affaires, c'est leur livre. D'ailleurs, dans la profession d'universitaire, on leur demande de publier. On commence à exister, nous, parce que je suis un auteur aussi, je commence à exister quand j'écris un livre. Moi, les revenus de l'auteur, là, encore là, il faut que je protège mes arrières ailleurs. Je ne vivrai pas avec ça. Mais c'est une carte importante. Et sur le plan politique, vous le savez, tous les chefs de parti finissent par faire leur livre. Puis se trouver quelqu'un pour faire leur autobiographie. Ah, c'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Vaugeois. Merci, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Vaugeois. Merci pour votre mémoire. Je sais que je parle d'une sommité actuellement, un des pères de la loi 51, entre autres. Je suis le père de quelque chose. On a vu votre fille hier également. Il faut que je vous dise une chose, excusez-moi. C'est que et je le dis au ministre aussi, à l'époque, j'avais une chance inouïe. C'est que dans le ministère, il y avait d'excellents fonctionnaires qui venaient du milieu du livre. Et j'ai parlé à ceux qui sont survivants avant de venir ici. Et là, ça m'a rappelé tout ce qu'on a dû faire. Je parle à Guy Boivin, entre autres, et à Justin Roussel, sur le plan législatif. C'était un gros défi. Et le ministère, à l'époque, était bien équipé pour relever ce genre de défi-là. Et j'espère, Monsieur le ministre, que vous avez aussi des collaborateurs sur lesquels vous pouvez compter, parce que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Hein? Et justement, on parle de loi ici, on parle de réglementation peut-être à venir sur le prix du livre. Donc, il y a beaucoup de tenants et aboutissants. C'est très complexe, on l'a vu. Et moi, vous allez me trouver ben terre à terre. Il y a quelque chose, on a un nombre restreint de lecteurs, on l'a entendu tantôt, entre autres, pratiquement la moitié des Québécois sont des analphabètes fonctionnels, ce qui est d'une grande tristesse. Autre ça, on a un nombre restreint de consommateurs, d'acheteurs. Et parmi ceux-ci, on sait que la classe moyenne, les familles, les gens cherchent de plus en plus les aubaines. On magasine pour avoir le meilleur prix sur le vêtement, le soulier et le livre. Et parmi ceux-ci, il y a ces gens qui vont dans les grandes surfaces et les Walmart de ce monde et qui vont acheter le livre parce qu'ils y trouvent un rabais substantiel et qu'ils ne l'achèteront pas si ce rabais-là disparaît. Comment éviter cet effet pervers ou cet effet contradictoire qu'on aurait avec la réglementation des prix? Je pense que l'écart, d'abord, c'est sur quelques titres, pendant une courte période. Il faut bien revenir sur le 9 mois, là. Pendant 9 mois, si vraiment le 7 $ ou le 10 $ de différence est important pour toi, tu peux toujours lire d'autres choses puis attendre 9 mois, là, tu n'en mourras pas. Moi, les livres que je lis, à majorité, c'est des livres qui ont plus que 9 mois. Alors, quand on rentre dans mon club à moi, il n'y a pas de drame là. Et puis encore une fois, les best-sellers, je tiens à le répéter, là, les best-sellers, c'est qui émet au monde? C'est ou bien une grosse entreprise qui a des gros budgets de promotion et qui vendrait n'importe quoi, ou encore c'est des libraires et des bibliothécaires qui font bien leur travail et qui mettent au monde des best-sellers. Et les autres, ils sont prêts à partager avec la grande surface la vente de ces livres-là. Du 10 %. Je vous parle du 30, 40, 50 % Ils achètent parce que ce rabais existe. Vous dites quoi? Ces gens-là qui n'achèteront plus, c'est ce qui nous inquiète. Merci, madame. Vous allez oublier quelque chose. Quand ils se rendent à 30, 40 % il y a quelqu'un qui paye pour. Et là, le prix des livres a tendance à augmenter un peu partout. Parce que vous ne pouvez pas, comme ça, sacrifier une telle remise. Si les autres donnent du 30 ou 40 % ou bien ils vendent à la perte, ce qui peut arriver, hein, mais ou bien ils demandent une surremise aux distributeurs et à l'éditeur. L'éditeur qui cède une surremise, comme Courte Échelle faisait à l'époque, est obligé de monter le prix de son livre. Pour donner la surremise à la grande surface, il monte le prix de son livre. C'est pour ça que ça me choque d'entendre que cette réglementation-là va faire monter le prix du livre. C'est le contraire. C'est que c'est les bâtisses de discount qui font monter le prix des produits. Les gens qui vous vendent des robes, des prix de fou, là, quand les robes arrivent, là, puis vous dites, qu'est-ce qu'ils ont comme marge là-dessus, eux autres? Ils ont des marges incroyables. Hein? Après ça, ils coupent. Mais ils mettent le prix le plus haut possible, puis après ça, ils se mettent à baisser. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Mais dans le livre, il y a une espèce de discipline qui s'est installée. Et quand les grandes surfaces arrivent, mais là, c'est plus le cas, je pense. Mais au début, ils arrivaient, ils demandaient des surremises. Mais les surremises, ça voulait dire une hausse du prix des livres. Merci beaucoup, M. Vaugeois. Ah, vous m'avez fait du plaisir, par exemple. Merci. Au moins ça. Des heures de plaisir, hein, cet après-midi, M. Vaugeois. Madame la députée de Boin, c'est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur Vaugeois, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un plaisir de vous écouter. Vous êtes très convaincant. Moi, ça me prend pas grand-chose, faut dire, pour être convaincu de réglementer le prix du livre. Mais quand même, on a besoin d'arguments, je pense, et c'est normal, hein, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis il y a tous ceux et celles qui lisent les journaux, qui se font convaincre par des arguments contraires. Donc,
même si, en arrivant ici, comme je l'ai dit, j'avais plutôt un préjugé extrêmement favorable, je pose des questions parce que je veux qu'on soit au clair, tout le monde, dans le fond, puis que si on va dans ce sens-là, ben, on a des bonnes réponses. Fait que j'ai une question, une seule, une simple. Plusieurs disent la réglementation de la nouveauté amènerait probablement un certain nombre de personnes qui, en ce moment, achètent leur nouveauté chez Costco, Walmart et compagnie, à venir l'acheter en librairie s'ils sont pressés, qu'ils veulent à tout prix la dernière biographie de Céline Dion, puis ça presse, ils ne peuvent pas attendre 9 mois. Vous, est-ce que vous croyez à ce déplacement de la consommation? Pas tellement. Je le dis un peu dans mon texte. Je pense que les habitudes sont prises pour beaucoup de gens. Puis on ne changera pas ça du jour au lendemain, puis on ne fera pas un détour très, très long. Je pense qu'il y a une partie du mal qui est fait. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai pris un ton très amer tout à l'heure, quand j'ai parlé de 1998. Parce que ça nous a passé à travers la gorge. Et en 2000, le comité Larose, qui réunissait des gens de toutes les tendances, de tous les milieux dans le domaine du livre, des gens qui normalement auraient dû se bagarrer et s'affronter. Quand le comité Larose a commencé, on s'est dit, ils arriveront nulle part. Mais le comité Larose, dans l'espace d'1 an, avait fait l'unanimité sur le prix unique. Comprenez-vous, là? Sauf que le problème, c'est qu'il avait fait trop vite l'unanimité. Parce que Lucien Bouchard est encore là. Et Mme Malta a eu peur d'aller plus loin avec ce rapport-là. Et là, on a perdu 15 ans. Est-ce que j'ai encore quelques secondes? Pas beaucoup, mais quelques secondes pour vous, si les collègues sont d'accord, mais rapidement, Madame la députée de Oui, Coin. très, très rapidement. Alors, si vous pensez qu'il n'y aura pas tant que ça de déplacement de la grande surface à la librairie, pourquoi réglementer? Mais je l'ai dit un peu aussi par fierté. Le libraire, il n'aime pas se faire dire qu'il est un voleur. Merci, M. Vaugeois. Madame la députée de Taillon, pardon, excusez-moi, de Laporte. Laporte. J'ai un blanc, excusez-moi, Madame la députée de Laporte. J'ai tellement aimé vous questionner que je reviens. Écoutez, pourquoi les éditeurs acceptent que les grandes surfaces vendent à rabais? Parce qu'en fait, ils accordent... ce qu'on mentionne, c'est que les prix augmentent parce qu'ils savent qu'il va y avoir des grands rabais, des gros rabais. Alors, pourquoi les éditeurs acceptent ça? Puis on parle de surfaces qui occupent 11% du marché. On s'est bien compris, hein, le 11%, c'est les livres qui sont faciles à vendre et c'est avec ces livres-là que les libraires feraient de bonnes affaires, si vous voulez. Mais je commence à aimer la commission, hein? Parce que la question que vous venez de poser, là, on se la pose nous autres-mêmes, puis on est choqués un peu de ça, hein? Parce qu'il y a des éditeurs, même qui en sont venus, puis moi je travaille avec des Français à l'occasion, ils m'ont expliqué comment ils travaillaient avec les grandes surfaces, puis ils ont le phénomène, nous autres aussi. Il y a des livres sur mesure pour les grandes surfaces. Il faut que le livre soit fait comme ci, comme ça, avec tel prix, etc. Puis là, le monde y achète de façon compulsive parce que le prix est coupé là-dessus, etc. Alors ici, on a des éditeurs qui ont découvert le filon et qui produisent directement pour certaines grandes surfaces et qui contournent d'ailleurs toute la chaîne du livre. Si vous voulez, on n'y peut rien. On est dans un monde libre, etc. Bon, par ailleurs, il y a des éditeurs qui ont des valeurs sûres, des livres importants. En général, je crois qu'ils respectent la chaîne du livre, ils respectent les remises. Et les plus gros distributeurs que je connaisse ne donnent pas des surremises aux grandes surfaces. Au début, il y a eu des abus. Là, je pense qu'ils se sont disciplinés parce qu'il y a l'effet pervers de tout ça, ils perdaient le contrôle. Merci. Parce que les grandes surfaces, ils ne font pas de cadeaux, hein? Ils prennent des gros paquets, il faut que vous prépariez les livres pour eux autres, puis s'ils ne vendent pas, ils vous les retournent. Merci beaucoup, M. Vaugeois. On suspend quelques instants.